Erev Tov les Koulam. Alors, la semaine dernière, on a parlé donc de quoi on a parlé la semaine dernière? Bdikat Hametz. Hazak ou Baor. Bdikat Hametz. Ce Shabbat, on a parlé de Birkat HaIlanot. On a également parlé de Echsher Kelim, Arsharat Kelim à Souda Shishi. Et là, on attaque. Bon, franchement, on a la chance cette année d'avoir les cours aussi le lundi soir. Donc, on va essayer de couvrir tous les halachot de Pessar, Beshem Hashem Nassim et Tsar. Donc, de quoi on va parler? Ce soir, on va parler de Mechirat Hametz, la vente du Hametz. On veut comprendre l'origine, la pratique et les précautions à avoir concernant la Mechirat Hametz. Alors déjà, le Mikor premier dans Shulchan Aruch, ça a rapporté Siman Tav Memchet Seif Gimel. Mi Shemocher et Remso Legoy, no Alver Alav Bebalega Ubelimatse. C'est-à-dire à partir du moment où tu vends ton Hametz, tu ne vas pas donc transgresser l'interdit de la Torah de voir et de posséder du Hametz. C'est très bien. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch ne mentionne pas ça en tant que takana ou de mitzvah. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose comme les autres mitzvot qu'on doit faire, d'accord? Ou une takana, quelque chose qu'on a instauré et qu'il faut absolument faire. C'est juste que là, on va rapporter ici une tosefta. Ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de hametz dans sa maison et il ne veut pas le jeter. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une perte d'argent. Il aura le droit de vendre son hametz. Et rêve Pessah, c'est très bien. Il n'y a pas une différence entre Hametz Gamor Et c'est exactement ça ce qu'on va dire. Hazak ou Baour. Tu as mis le doigt sur le. Exactement. Tiens, il ne veut pas le jeter. Mais c'est pas sûr de le jeter comme tu dis. C'est pas. Pas du tout. Quand on parle de brûler le Hametz la veille de Pessah, il y a une mitzvah de brûler le Hametz. Même des quantités de Hametz. Il n'y a pas de problème de baltachrit lorsqu'on brûle le Hametz. Ça, c'est une chose à savoir. Maintenant, la personne a des quantités énormes de Hametz. On lui a donné la possibilité de vendre le Hametz. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, ça veut dire dans les générations antérieures, il faut savoir que la Mechirat Hametz, lorsqu'on vendait le Hametz, c'était que quelque chose qui était, c'était que pour les commerçants, les gens qui avaient donc des magasins, ils avaient en grande quantité du stock, ils ne voulaient pas perdre, il y avait une perte financière qui était importante, donc ils avaient recours à cette Mechirat Hametz. Mais les particuliers, en général, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils finissaient leur Hametz, ils essayaient, donc ils ne faisaient pas forcément donc, la Mechirat Hametz. Et ce qui restait, ils brûlaient, c'est tout. Aujourd'hui, dans les 100 dernières années, il faut savoir cette chose-là, que la vente, elle s'est généralisée. D'accord? Ça veut dire que finalement, pourquoi elle s'est généralisée? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de produits industriels, comme les boîtes de conserve, des soupes, des poudres, le pudding. Et ça contient souvent des dérivés de Hametz. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a recours à cette vente de Hametz, parce qu'on ne va pas tout jeter, on ne va pas tout se débarrasser. D'autant plus qu'il y a aussi même les épices, énormément donc, de choses qu'on ne veut pas forcément donc, jeter. Donc, on a recours à la Mechirat Hametz. Mais il ne faut pas croire que la Mechirat Hametz, c'est une mitzvah. Il y en a qui pensent qu'il faut faire une mitzvah et qu'ils sont obligés de faire la Mechirat Hametz. C'est en fonction de ce qu'il a ou pas. Voilà, mais s'il faut, il y a quelqu'un qui a demandé à un rave, ça fait quelques années, il lui a dit Kvod Rav, je ne sais pas comment je vais pouvoir accomplir la mitzvah cette année de vendre le Hametz parce que j'ai plus rien à la maison. Et il dit mais pas du tout. Ça c'est au dernier recours qu'on a donné une possibilité de vendre le Hametz. Il n'y a aucune mitzvah par définition. Donc finalement, la Mechira, pour faire la vente, il faut que ce soit une vente qui soit comment elle se déroule la vente. Il faut qu'elle soit bien faite, d'accord? C'est pas la vente, c'est pas une fiction. Elle doit être réelle, elle doit être légale. On va utiliser donc plusieurs modes d'acquisition pour que ça soit valide. On va en parler tout de suite. Mais donc, vous comprenez que cette vente-là, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à la rigolade. Donc il y a une personne qui va venir devant le non-juif. Et il va vendre le Hametz. Et il va vendre le Hametz. Le non-juif, il va donner 1000 à 2000 shekels. D'accord? On ne parle pas de quelque chose qui est forcément 1000 à 2000 shekels d'une sorte de. Tu sais, une migdama. Comment on dit migdama? C'est quelque chose que tu donnes avant quand tu achètes un appartement. Tu donnes un acompte. Mais ben, ça sera exactement la même chose. On va donc, il va donner une sorte d'acompte. Et à ce moment-là, finalement, tout ce qui reste, c'est en tant que chov. Chov, c'est quoi un chov? Il a une dette par rapport à cette personne-là. Donc il faut que ça soit fait bien comme il faut. Maintenant, il peut, bien entendu, d'un coup, en plein milieu de Pessah, venir et dire je veux récupérer mon Hametz. Il n'y a pas de problème, mais à condition que tu payes la solde. Et là, on te donne tout. Tu comprends ce que je veux dire? Pendant le Pessah, il peut très bien venir. Voilà, la moed, mais même, il doit avoir accès. En tout cas, on va en parler tout de suite. Donc, il devient propriétaire du stock, il va s'endetter pour le reste de la somme. Et s'il souhaite venir récupérer son Hametz, eh bien, il aura le droit, à condition qu'il va payer donc ce qui reste. Très bien.
Maintenant, puisqu'il y en a qui disent que ça ne marche pas Kinyan Kesef, c'est-à-dire une acquisition avec de l'argent à un non-juif, c'est la raison pour laquelle on a recours à d'autres Kinyanim. C'est quoi les Kinyanim, les autres acquisitions? Kinyan Khatser, Kinyan Agav, donc par un terrain, Kinyan Agav, Kinyan Souda, quand on lève quelque chose, Simuta, Odita. Il y a énormément donc, de Kinyanim qu'on essaye de faire. On va voir si on réalise tout ça. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup donc, de Mahmirim, donc des gens qui sont beaucoup plus rigoureux, qui ne veulent pas vendre le Hametz, ils ne veulent pas vendre du Hametz pur? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre que d'abord les tavlinim, les épices, on va dire le vin, le sucre, mais ce qui est pâte, biscuits, couscous, ils ne veulent pas vendre. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles les gens ne veulent pas vendre leur Hametz jusqu'aujourd'hui. Ceux qui sont donc Mahmirim. On a tout à fait le droit de vendre, mais c'est mieux si on n'est pas obligé donc, de forcément vendre son Hametz. Première raison, c'est le risque de consommation. Ça veut dire que pour une vente de Hametz bien en bonne et due forme, on doit sortir le Hametz de la maison. Normalement, le Hametz ne doit pas rester chez toi. Il doit être sorti de la maison. C'est pas comme ceux qui mettent un peu de Hametz, ils mettent un petit papier comme ça en plastique dessus. Ça marche pas. Une cave, c'est considéré comme maison. Alors tu l'as sorti de la maison, il y en a qui mettent dans l'armoire des cristaux en dehors de la maison. Parce que moi, je mets je joue dans la cave, je vends la cave, je vois ce qu'il y a dans la cave. C'est bien, tu l'as sorti de ton appartement. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Et tout ce qui est vaisselle, je condamne les tiroirs de la cuisine et je n'ouvre pas. Oui, de toute façon, on verra que. Je vends le contenu. C'est pas du Hametz. Hazak, on ne vend pas les ustensiles. Mais on peut vendre le Hametz qui est contenu dans les ustensiles. Mais on ne vend pas les ustensiles. Il faut la remplacer au niveau. D'accord. Donc, d'après le robe d'Acharonim, il faut sortir le Hametz de l'intérieur de la maison. Ça, c'est c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas vendre le Hametz. Et en réalité, il faut savoir, donc, comme ce qu'on a dit dans les générations antérieures, ils sortaient tout le Hametz de la maison. Quand c'est devenu plus difficile, ils l'ont mis dans une pièce, ils ferment la pièce à clé, ils donnent la clé au goy. C'est devenu plus difficile, on reçoit ses enfants, son gendre, sa fille, sa belle-fille, tout ça. Et donc à ce moment-là, on a besoin d'une pièce, on ne va pas condamner une pièce. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à mettre dans des armoires. Vous comprenez comment ça s'est fait au fur et à mesure? Et même dans des armoires, il faut savoir qu'il faut bien scotcher, mettre un papier, etc. Il y en a qui mettent comme ça dans des armoires. C'est une catastrophe ce qui s'est passé dans une maison juive. Il faut que je vous dise ça, j'avais assisté à un cours en Israël. En plein milieu du repas, ils sont comme ça attablés. Et puis, il y a le papa qui dit à sa fille, « Ma chérie, est-ce que tu peux emmener, s'il te plaît, qui démarre les croûtons pour mettre dans la soupe ?» Elle part à la cuisine. Elle emmène des croûtons. Vous savez, il y a des croûtons qu'à Charles Pessach aujourd'hui. Et puis, ils ont mis dans la soupe et tout ça. Ils ont mangé. Oh, mais de quel tiroir t'as pris? Mais du tiroir d'en bas, pas du tiroir d'en haut. Ça veut dire que quoi? Le tiroir d'en bas, c'était Hametz, sans papier, sans rien, sans scotch, rien du tout. Il y a les shki des marak. Dans le tiroir d'en haut, il y a les mêmes shki des marak qu'à Charles Pessach, féculents de pommes de terre. Et ils ont mangé du Hametz à Pessach. Voilà comment quand on fait les choses de manière... allez, c'est bon, on a vendu dans le tiroir là-bas. Est-ce que tu peux aller chercher les... Ils se sont retrouvés à manger du Hametz de Pessach. Ils ont mis comme ça dans la soupe. Donc, quand on va, maintenant, au début, il fallait sortir la maison. Après, tu mets dans une pièce. Maintenant, même ça, on ne fait plus. Au moins, quand tu mets Hametz, mets quelque chose pour que ça puisse tenir l'armoire. Mais dans la pièce en soi, on a le droit de rentrer dans la pièce? On peut rentrer dans la pièce, c'est-à-dire plus que ça. L'armoire dans laquelle tu as mis ton Hametz, tu as oublié une paire de ciseaux à l'intérieur ou un stylo ou quelque chose comme ça. Tu as le droit d'ouvrir une fois. Pour le tire-bouchon. Pourquoi je dis une fois? Pour le tire-bouchon aussi. Tu sais pourquoi je dis une fois, d'ouvrir une fois? Parce que si tu t'amuses à ouvrir toutes les fois, c'est pas bon. Quand tu as oublié, tu mets quelque chose à l'intérieur ou tu prends quelque chose de l'armoire. Ils avaient posé la question à un rave, il avait dit une fois. Pour la deuxième fois, il a dit non, ça y est, vous ne pouvez plus. Parce qu'il ne voulait pas qu'on s'habitue à ça. Mais on peut ouvrir et prendre. D'accord? Donc ça, c'était la première raison, parce qu'il faut sortir le Hametz, les gens ne sortent pas le Hametz. Deuxième raison, il faut détailler les produits. Les gens, ils ne détaillent pas les produits. Le bureau à la Khaï rapporte au nom du Sdeh Chemed. Il faut détailler les produits. Ça veut dire que, comme qui dirait, 8 paquets de gaufrettes, 3 paquets de pâtes, il faut détailler les produits dans l'acte de vente. Les gens, il y a beaucoup de bédines qui font ça. Je me rappelle quand j'habitais à Bnei Brak la première année. Eh ben, j'étais dans un bédine, c'était sérieux. Moi, j'ai marqué tout ce qui restait. En général, je ne vendais pas du tout le Hametz, mais même
Il fallait absolument donc marquer, Mais même si les quand choses c'est qu'il y a à Rovet Hametz. Tu dis, je vends tout le Hametz qui est dans la cave, tout le Hametz. Pourquoi tu l'as détaillé, étant donné que... Alors, le Biur Halacha, il dit au nom du Sdechemet qu'il faut détailler parce qu'il faut que la vente elle soit sérieuse. Voilà. Tu vois bien qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Il y a beaucoup qui font plus ça en tout cas. Chaque consistant, on prend toujours la même personne. Et tous les ans, je crois qu'il y a un nombre de tout cas, il y a je crois 800 €. C'est pour la vente de tout Marseille. Hein. Voilà, c'est ça. De ceux qui ont donné leur nom et tout ça. 1000 €. Leur nom et l'adresse. On va parler de ça. Donc vous voyez que quoi? Que ça aussi, c'est un deuxième problème. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas avoir recours à la vente. Et enfin, le troisième problème, c'est quoi? C'est la perte financière. C'est-à-dire que la vente, en fait, elle a été instaurée pour quoi? Elle a été instaurée pour éviter une perte d'argent importante. Mais qu'est-ce que c'est devenu maintenant dans toutes les maisons? Il n'y a pas de problème, même si ce n'est pas une perte d'argent importante. Donc, si la vente, elle a été... Oui, c'est vrai que ça dépend. Mais pourquoi ils ne veulent pas avoir recours à la vente, ceux qui sont marmirs? Une des raisons, c'est ça. Ils disent que c'est des palettes et des stocks entiers d'une paire de plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de centaines de milliers d'euros. Et nous, pour mon petit paquet de pâtes misérable, tu vas, enfin, Khadoucha, un peu misérable, il y en a qui font attention à ça, mais ils ne veulent pas donc faire ça. Donc, ils ne veulent pas avoir recours à ça. Par contre, au Covid, Rabotaï, en 2020, les rabbinim, ils ont envoyé des vidéos, ils ont envoyé des messages vocaux. Ils ont dit, achetez, comme il y avait la voie pénurie, c'est la première fois que j'avais vendu mon femme. J'étais parti même acheter des pains pré-cuits de Strasbourg. Je m'étais fait livrer, j'étais à Metz à l'époque. Des pains pré-cuits que tu mets au four et tu peux. Donc je les avais congelés, des sacs et des sacs de pain. Et j'avais fait la mechila la première fois du Hametz Gamour. Mais tu mets le pain dans ton congélo. Non, je l'avais mis dans le synagogue, dans le congélo de la synagogue, un grand bahut comme ça. Mais donc, au Covid, c'est encore autre chose. C'est vraiment, il y avait la guerre et tout ça, les rabbinim, ils ont dit. Mais, et donc, même les mahmirim qui ne faisaient pas la vente, ils ont tous fait la vente. D'accord? Maintenant, de prendre ton khamet, de dire, tu sais quoi, je vais donner à quelqu'un qui a une macolette, à un magasin. Et lui, de toute façon, il va faire la vente en bonne et due forme, et surtout que lui, il a une perte d'argent. Hein. Donc, on pourrait le faire, sauf qu'il faut faire attention au kinyan. Parce qu'il faut être maknelo, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse acquisition de ça. Donc, si tu n'as pas fait ça, ça ne marche pas. Je te paye. Ben oui, c'est comme si en fait tu lui donnes, même si tu lui donnes, il faut que tu lui donnes complètement. Et il faut faire une vraie acquisition. Mais si tu mets comme ça, il n'aura pas un Oui, culte Hametz. mais comme c'est symbolique aujourd'hui. Hein? C'est symbolique le prix. Comme je viens de te dire. Justement, non. Il faut que ça soit sérieux. Tu penses bien que c'est symbolique. C'est combien? 800. Voilà, c'est déjà quelque chose. Il y en a qui donnent 50 € comme ça. Tout Marseille, 800 €. Non, mais encore une fois, c'est une migdama. Migdama, c'est une avance. C'est une caution. Tu peux très bien, même pour un appartement, d'accord, tu peux donner une petite avance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui donnent, je ne sais pas combien de pourcents de l'appartement, mais il achète quelque chose d'un peu plus... du moment que tu as commencé à payer, ça y est. C'est-à-dire que tu t'es engagé sur cette chose-là. Donc, c'est quoi les solutions recommandées? De 1, l'idéal, c'est de terminer son Hametz ou de donner son Hametz avant Pessah. Il y a même d'ailleurs des associations Chasdei Naomi en Eretz Israël. J'allais mettre les pâtes il y a des grandes boîtes comme ça. C'était tellement bourré qu'il n'y avait plus de place. Les gens, ils veulent donner aux pauvres, ils font la vente et tout ça. En tout cas, pour toi, pour les pauvres, donc on peut faire, il n'y a pas de problème. Donc toi, essaye de faire ça, de ne pas avoir recours à ça. Mais tu vas vendre que les produits qui ont un doute dans la composition, les épices, tout ce qu'on a dit, le sel, le sucre, etc. L'astuce, c'est quoi l'astuce? De donner, comme ce qu'on a dit, un épicier juif. Attention, il faut qu'il y ait une bonne acquisition, comme ce qu'on a dit. Maintenant, il faut savoir qu'on a tout à fait le droit. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit. On a tout à fait le droit, c'est juste une khumra. C'est bien de faire cette khumra. Mais si on veut vendre, on peut très bien vendre. D'accord? Donc, donc, ce qu'on a dit ici, c'est que les 3 raisons qu'on avait données, c'était qu'il fallait sortir le Hametz de la maison, il fallait donner la clé au goy, il faut détailler, et il faut qu'il y ait une grande perte importante. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas faire cette chose-là. Maintenant, il faut savoir que dans les plus grands Admourim, même ceux qui ne vendaient pas le Hametz, après Pessah, ils voulaient montrer que ça marchait la vente. C'est-à-dire ils ont fait une vente, eux, pour tous les gens de leur communauté, et eux, ils ne font pas la vente. Mais ça veut dire quoi? C'est comme si tu montres que la vente, elle ne marche pas. Ils voulaient montrer que la vente, elle marche, et ils mangeaient des choses qui ont été vendues exprès, comme le Hametz Matzah Shrouya, ceux qui ne prennent pas Matzah Shrouya, les Chabad par exemple. Ils prennent exprès Shmini Shel Pessah, ils vont exprès manger la Matzah Shrouya pendant Pessah pour montrer que c'est juste une Choumra. Comme par exemple aussi, le Hérouv, là où j'étais à Metz, le Rav Bambrégiel Zichrono Livracha, qui était le Dayan de Metz, donc il avait fait instituer le Hérouv, d'ailleurs qui est très très antérieur, puisqu'on a retrouvé dans le Jouvouti Yaakov, mais c'était beaucoup plus petit. Bref,
il portait pas. Alors tu fais un hérouv et tu portes pas. Bah oui, parce que c'est un hérouv très spécial qu'on s'appuyait sur le Khatam Sofer. Mais une fois par an, il mettait une clé dans sa poche. Il y avait un Shabbat, tout le monde le savait. Wow. Il avait une clé dans sa poche. Je porte pour montrer que le hérouv est valide. D'accord? Donc ça aussi, les plus grands Admourim et les grands Abanim, ils ont l'habitude de faire ça. On passe à la suite. Le Chametz qui est vendu et qui, en fait, c'est mélangé. C'est pas du vrai Chametz. Mais même des fois dans la mélange, il y a du vrai Chametz qui est moins d'un kazaït. Alors il faut savoir que même les khatrila, même d'après les avis les plus stricts, tu peux le vendre, il n'y aura aucun problème. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans un dérabanan, c'est plus d'un baliré ou balimatsé. On est dans un dérabanan parce qu'il y a moins qu'un kazaït. Et en plus, le Chametz Shavar à la Pessar, du Chametz qui a dépassé Pessar, c'est aussi un dérabanan. C'est la raison pour laquelle, en résumé, des mélanges légers, il n'y aura aucun problème de les vendre. Après Pessar, on les rachète normalement et on peut les consommer. L'importance des coordonnées, il faut savoir que c'est très très important dans le formulaire de vente. Celui qui ne met pas son adresse précise et son nom, à ce moment-là, ce n'est pas valide. Parce qu'on a déjà enlevé les clés, on a enlevé qu'ils ne sortent pas le Chametz de leur maison. Il y a deux choses qu'on est obligé de respecter, c'est le nom, prénom, avec l'adresse très très précise. Parce que finalement, l'acte de vente, ça ne doit pas être juste un acte symbolique, cérémoniel. Non, ça ne signifie pas quelque chose. C'est une transaction commerciale qui est réelle et sérieuse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Donc, pour que ça soit légal, il faut qu'il ait la possibilité de venir récupérer et donc il doit connaître l'adresse. Il peut venir prendre sa marchandise à condition qu'il continue à payer, qu'il finit de payer. Mais en tout cas, vous voyez bien que quoi, hein, que le numéro de téléphone est indispensable à part l'adresse en cas d'absence. Ça veut dire quoi? Le bonhomme il part à la moelle, il fait un voyage de 2-3 jours. Il habite en Israël, il part dans le nord. Ou voilà, il habite à Marseille, il part à Paris pendant tout la moelle. Et personne n'a les clés, personne n'a quoi que ce soit. Mais tu laisses les clés au voisin. Ou tu mets un numéro de téléphone en cas d'absence. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est pas grave, ça marche quand même. Si on n'a pas mis le nom et l'adresse, ça ne marche pas. Si on n'a pas mis le numéro de téléphone en cas d'absence, ça marche. Médiavat. Donc vaut mieux si on s'absente comme ça, on va dormir. Pas pour une sortie, hein, je te parle. Quand on va dormir à l'extérieur pendant tout. Donc ça, c'est parce qu'il faut que sinon il y a un manque de sérieux dans la vente. La vente, en fait, elle perd toute crédibilité si on ne fait pas ça, le nom et l'adresse. Et enfin, j'arrive à l'acte, le kinyan et la signature. Donc, c'est les formalités, la validité. Donc, on a l'habitude de faire un kinyan soudar. Encore une fois, dans les bédines les plus sérieux, je l'avais fait. Il prend son crayon, son stylo, sa kippa en dessous son chapeau et il fait kinyan soudar. Pourquoi on fait kinyan soudar? Pour nommer le rabbin qui va faire après la vente. Donc encore une fois, le Orlitzion, il dit il n'y a pas forcément besoin de faire ça. C'est quelque chose qui vient juste, quelque part, ça vient renforcer juridiquement la mission du Rav qui va faire la vente. Mais le Orlitzion, il rapporte que finalement, il n'y a pas forcément de faire ça et que Be'amira Be'alma, le simple fait de l'avoir dit, ça marche. Mais le Rambam, il dit c'est mieux donc de faire avec Kinyan Soudar pour montrer que ce n'est pas une simple plaisanterie, mais c'est une démarche qui est sérieuse, mûre et réfléchie. Voilà, et maintenant j'arrive à Internet. Donc, de la même manière aussi, la khatima, la signature, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. D'accord? Il y en a même qui peuvent même appeler, bonjour, nom, prénom, adresse, ils ont fait la vente. Mais non, ça c'est encore pire ça. Et là maintenant par internet, aujourd'hui il y a des liens, vous cliquez sur le lien, et hop, vous avez fait la vente. Là aussi ça peut marcher. Du moment que tu as mis le nom et l'adresse, encore une fois je répète, le nom et l'adresse c'est le plus important, il faut que ce soit une adresse précise. Pas genre comme ça, il y a des fois il y a 3 entrées dans l'immeuble, le numéro d'appartement, d'accord? Donc ça c'est des choses qu'on est obligé de mettre. La signature, le fait de ne pas avoir fait le kinyan, etc. Tout ça, ça peut marcher, même le faire par internet. Donc en résumé pour la pratique, le kinyan c'est bien de le faire, c'est-à-dire de faire l'acquisition avec le Rav, de signer le document, mais l'essentiel, c'est le nom et l'adresse. Maintenant, tu vends le Chametz pour un proche sans sa présence. Ça, c'est magnifique. Il y a marqué Zachin Adam Shelo Befanav. C'est quoi Zachin Le Adam Shelo Befanav? C'est que tu as le droit de faire mériter à quelqu'un s'il n'est pas là. Mais tu le fais mériter, tu le fais gagner quelque chose. Mais là, tu lui prends quelque chose. Et bien, on dit de la même manière qu'on dit Zachin Le Adam Shelo Befanav, on dit Zachin Me Adam d'un homme Shelo Befanav quand il n'est pas là. C'est la raison pour laquelle il dit le Sdechemed.
quelqu'un qui sait que quelqu'un de sa famille qui est pas forcément pratiquant, mais il respecte, il prend pas le Hametz à Pessah, mais il est très occupé, que voilà, il n'a pas forcément fait la vente, même s'il ne connaît pas l'essence même de la vente, il ne sait pas ce que c'est, tu peux lui vendre pour lui, c'est même mieux de lui vendre pour lui, c'est très 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 important. Encore une fois, nom, prénom, adresse précise pour que la vente elle puisse être quelque chose, pour que la personne elle puisse accéder. Mais si c'est quelqu'un qui va exprimer son refus clairement et c'est son opposition à la vente, c'est quelqu'un de pas religieux du tout et qui veut en plus, il s'oppose à tout ça, c'est sûr que ça marche pas. Donc en résumé, agir pour les proches, nom et prénom complet avec adresse complète. Et à ce moment-là, tu peux donc, ça s'appelle pas Hametz Shaval Pessah, tu peux même manger chez lui après Pessah, il n'y a pas de problème. Acheter ou cuisiner du Hamet pour le vendre. D'accord? Ça c'est après. Après il va cuisiner le Hamet. Ou il peut même le cuisiner avant. Est-ce que c'est permis? Ça veut dire qu'on va aller exprès au magasin, faire des stocks pour l'inclure dans la vente. Est-ce qu'on a la possibilité de faire ça? Et là il dit que c'est un acte qui est jugé blâmable. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la vente du Hamet, c'est pour te sauver de quelque chose. C'est des promotions, des soldes, tu sais pas le droit. Alors encore une fois, si c'est une perte d'argent, ça je touche pas. C'est une perte d'argent. Quelqu'un il a un budget restreint. Là où ça cause un gros problème, c'est quand il y a par exemple des gens qui font la mimouna ou autre. Voilà. Donc ils préparent forcément. À l'époque, aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque, ils préparaient en amont. Ils mettaient dans les congélateurs, ils vendaient, après ils dépensaient. Ça c'est erroné pour la mimouna. Alors non, attention. La farine n'est pas Hametz. Oui, elle est Oui, c'est en quand contact. Hametz, c'est quand ça gonfle. Exactement. Donc ils gardent la farine, ils la vendent parce qu'on craint, bien entendu, avec une goutte d'eau. Oui, d'accord, mais les traiteurs, quand ils font Et les après, séjours, ils envoient tout de suite après Pessah. C'est vrai qu'il y a certains les traiteurs, traiteurs quand ils font les séjours, ils enchaînent. qui font les moufletas avant et les congèlent et tout ça. Non, Ça, pas il forcément, dit mais que ils c'est font pas bon. peut-être Non, mais ils gardent le Hametz, ils font des achats. et tout, ouais. Tu peux pas faire un truc de 500 personnes en 1h30 ou 2 heures de temps, ça n'existe pas. On le sait tous. Ils ont Deux- préparé avant. 2 heures après la sortie, il y a tout le. Il y a tout qui est Ah, possible. maximum 2 heures. Non, le temps que ça dépend, 2 heures. parce qu'ils ont des cellules, des machins. Non, mais aujourd'hui, je pense que la Au moins, on plupart- peut le sauver d'un issue. Tu as raison, mais il dit que quand on a instauré la Mechir Hametz, c'est pour aider celui qui possède du Hametz, pour ne pas qu'il y ait perte d'argent, quoi. Ça n'a pas été conçu comme une astuce pour pouvoir contourner et faire des stocks et de cuisiner avant. Il n'y a pas des gens qui sont lesquels. Lui, en tout cas, le Rav Ophir Malka, quand il rapporte ça, il te dit que c'est d'avoir mégouné. Mégouné, ça veut dire que c'est blâmable. Il ne dit pas que c'est interdit, il dit que c'est blâmable. D'accord? On ne doit pas utiliser donc la vente comme un moyen de contourner donc l'esprit donc de l'art. Mais la vente, elle reste valable. Ils ont fait quand même ça, la vente, elle reste valable, il n'y a pas de problème. Ce qui pourrait être problématique, écoutez ça, c'est incroyable, c'est le cas des commerçants qui vendent du Hametz à Pessah, alors qu'ils ont fait la vente avant. Et en plein Pessah, ils tirent le rideau, qu'est-ce que vous voulez? Un whisky? Les pâtes, machin, tac, il dit, ah, vous respectez pas, c'est pas grave. Ou alors un égoïme. Est-ce qu'on va remettre en cause, en question, est-ce que finalement, initialement, ça a été annulé? Et là, sur ça, vous avez deux avis. Vous avez la Misri qui est le Sdechemed et Chouchou Vanagot. Il prouve qu'en fait, sa vente initiale, elle n'était pas sérieuse. Donc elle est nulle rétroactivement. Ça veut dire qu'on ne peut même plus acheter dans ce magasin après ça. Mais la majorité donc des poskim, c'est la vie souple. D'accord? Ils disent que non, finalement, c'est lui qui a volé le goy. Tu as volé le goy, tu l'as vendu à un goy, tu t'es servi de quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ton problème avec tu dois lui rembourser. Mais on ne dit pas que la vente, elle est nulle Quelqu'un et dont non le avenue. métier, c'est la vente, par exemple, d'alcool. Vous allez à un magasin, à Clermont-Ferrand, il fait de l'alcool. Il vend de l'alcool. Maintenant, il y a très très peu de juifs, voire pas du juif du tout qui viennent chez lui. Non, mais même un goy, même vendre un goy, tu n'as pas le droit, ça ne t'appartient pas. C'est ça qu'on est en train de dire. Moi, je Tu dis, t'es lui, servi de lui, quelque chose qui lui, ne t'appartient C'est son pas. business, c'est son argent, c'est son Oui, travail. mais c'est plus à lui. Il l'a vendu. On parle qu'il a vendu. Il vend pas. Ça veut dire, il a Ça veut gagné. dire, il vend Ah, pas. s'il ne vend pas. Il vend Alors, pas. regardez voir. La personne, elle ne vend pas. Elle se dit, moi, c'est mon travail, je ne consomme pas, personne ne consomme. Donc, moi, c'est une perte d'argent. Pour moi, si je ne travaille pas, Je crois, il travaille à Pessah et il vend de l'alcool. pas ça, Hametz. à la moelle, avant, après. Non, c'est pas bon. Parce qu'il détient du Hametz à Pessah. Même s'il le vend à des non-juifs, ça ne marche pas. C'est Hametz à avoir à la Pessah. Donc on a Et plus que ça, je vais Mais te ça, c'est dire. interdit pour des juifs. Hametz Shabbat Pessah, Mais c'est un goy. Moi, c'est un juif, tu me dis. Non, Ah, c'est pas un juif, moi, c'est un goy. Non, les gens à qui ils vendent. Les Le clients. propriétaire du magasin, c'est qui? C'est un juif. Interdit de posséder sous toute forme du Hametz dans ton magasin, dans ton bureau, chez toi, pendant Pessah. Que si tu as fait la vente, tu pourras récupérer son, tu dois tout jeter aux toilettes, d'accord?
Incroyable. Au Maroc, il y avait Donc cacher des actions Francine et tout ça. S'il a un associé grec. Justement, il va s'arranger avec lui pour lui vendre. Genre, est-ce que j'ai le droit de lui dire il y a 8 jours de Pessah, tu prends tout le bénéfice et moi je prends les jours après? Bien sûr, c'est comme pour Shabbat. Pour Shabbat, on peut le faire. Pessah, quoi. Mais c'est pas... Et finalement, tu lui as vendu, que ça lui appartient. Ok. Je dis, C'est comme ça en fait. Tu vas faire en fait la même chose qu'avec le goy. Tu vas lui vendre toute la marchandise pour quelque chose de symbolique. Et lui en plus, tu vas le faire gagner à ce moment-là et tu vas pouvoir récupérer après. Mais encore une fois, un juif qui vend, Mais à Pessah, donc j'ai rien procédé, donc c'est bon. c'est impossible. Non, c'est bon. Oui, dans ce cas-là, oui. D'accord? Donc, quelle attitude adopter? Qu'est-ce qu'on fait? Mais Ikaradine, vaut mieux ne pas laisser servir d'un magasin comme ça. Il a fait la vente, mais il continue à vendre à Pessah. Il ne faut pas laisser servir. Et puisque ça, je vais vous dire, ça c'était magnifique ce qui s'est passé en Eretz Israël. Ils sont partis pendant Ben Azmanim après Pessah. Vous savez, Nissan, c'est un long Ben Azmanim. Ils sont partis aller se promener dans le nord. Et puis, ils ont acheté des choses comme ça. Ils étaient en caisse. Après, ils disent, excusez-moi, monsieur, vous avez fait la Mechirat Hametz, ça c'est ta, Shana? Et fois, Théouda? Il a dit, non, je n'ai pas fait. Ils ont tout reposé en rayon. Ils sont partis. L'année d'après, ils ont fait aussi une balade. Ils sont rentrés avec ils voient en grand un panneau. Ici, il y a eu la Mechirat Hametz qui est fait en bonne et due forme. Avec le... Il dit, tu l'as fait la Mechirat Hametz? Elle dit oui. Et comment ça se fait que l'année dernière, tu n'as pas fait cette année? Il a dit, ça m'a perturbé. Ça m'a renforcé au contraire. Je lui ai dit, c'est des gens qui sont capables de tout reposer en rayon. Il a dit, ça l'a poussé à bien faire les choses. Donc finalement, c'était un boycott pédagogique. Parce que ça l'a poussé. Finalement, le but, c'est quoi? C'est d'inciter à respecter. Maintenant, vous avez des cas particuliers, c'est le duty free. Le duty free, ils ont fait la recherche, on va vous faire dans le cas, il raconte, en Tafshin Ayin Vav, donc en 2016, 2026, Tafshin Ayin Vav, 2026, ils avaient fait donc, ils ont fait une enquête. On est en 2026. 2016, il y a 10 ans, excusez-moi. Donc, ils avaient fait l'enquête, ils se sont aperçus que tous les duty free, ils sont à des gouyim dans le monde entier, sauf en Israël. Ou pour au moins un associé d'Orgoy. En Eretz Israël, le duty free à Ben Koyon appartient à un juif. Et qu'est-ce que tu vois? Tu es à l'aéroport, en plein Pessah, ils vendent des alcools et des machins et des trucs. C'est incroyable. La vente a été faite en bonne et due forme, parce que sinon jamais ils auraient laissé. Il y a une théouda et tout ça. Oui, mais comme ils vendent à Pessah, vaut mieux ne pas profiter. Si vous voyagez juste après Pessah, n'achetez pas juste après Pessah là-bas. Attendez que le stock il se renouvelle. Mais c'est comme pour quand la tu- durée. Non, mais ça arrive. La très durée souvent. en Israël, ça va très vite. Non, mais ça C'est arrive jusqu'à très- non, mais ça, avant c'est Shavuot, très- à peu ça, près c'est vers très Shavuot. souvent quand il y a des francs prix, toutes ces choses-là, il y a plein de magasins. Monoprix, c'est pareil. Non, pas Monoprix. Monoprix, ils font Non, Casino. Il y a une Franprix. liste qui est. Il y a une liste qui paraît et qui dit qu'il ne faut pas pendant au moins un mois et demi C'est sûr, consommer. Monoprix, ce que je connais l'année dernière, c'était pas mal. Je te dis. Ton cousin. Moi non, mais je connais des gens. Et enfin, on terminera Rabotaï par la dernière chose. Qu'est-ce qu'on fait si on a trouvé du Hametz pendant Pessah? On en a parlé la semaine dernière. Tu trouves du Hametz à Pessah. Si c'est pendant Chalamoued chez toi, vite tu le prends, tu le brûles. Tu m'as envoyé après. Pendant Yom Tov, pendant Shabbat, tu retournes un Kéli dessus. Mais attention, à partir du moment où tu as fait la vente du Hametz, tu n'as pas besoin d'aller brûler. Le Hametz que tu as trouvé chez toi, tu l'ouvres l'armoire et tu le mets dans l'armoire et tu refermes. Mais quoi, tu peux ouvrir un placard? Oui, on a dit tout à l'heure qu'on peut ouvrir le placard. Une fois. Ça, c'est pour récupérer Tu vas des pas objets. le ramettre tous les jours, sinon tu n'as pas fait le ménage. Bah oui. Non, tu vas Qu'est-ce qu'elle fait ta femme alors? Allez, tu trouves un... Voilà, tu trouves un... Tu peux le mettre dans la truc. Donc ça, c'est quelque chose donc à retenir. Si le paquet il est ouvert et tout ça, de toute façon, c'est pas consommable, tout ça, c'est sûr qu'il faut... des dragées. Quand je parle de brûler, on peut le mettre dans les toilettes et tirer la chasse. Hein. Oui, voilà, des dragées, tout ce que tu veux. Mais donc c'est fermé. Chez vous, tu peux le remettre dans le placard. Si c'est dans la rue, surtout, tu ne touches pas. Parce que quand tu vas prendre, c'est comme si tu fais une acquisition et le Hametz, d'un coup, il redevient à toi. Tu peux le pousser avec le pied, c'est un chidouche. Tu peux le pousser avec le pied parce que tu l'as pas. Si tu trouves, c'est un bisaïon. Mais vaut mieux ne pas toucher. Et enfin, je termine par cette histoire qui est fabuleuse. C'est magnifique. Il y avait un Yehudi Yerushalayim qui avait donc une usine d'alcool. Et il se rend compte qu'il a oublié de faire la vente. Il se rend compte juste avant de Pessah qu'il a oublié de faire la vente. On est après Chatzot de vendredi, de la veille de Pessah. Il court chez le Rav il dit qu'est-ce que je fais? Il dit ben j'ai rien à te dire, ça veut dire c'est quelque chose qui est... C'est fini. Mais peut-être va chez Rabbi Moshe, surnommé le Rambam. Pourquoi il le surnommait le Rambam? Parce qu'il connaissait le Rambam par cœur. On ne parle pas de Moshe Ben Maïboy. On est en train de parler d'un certain Rabbi Moshe. Il a dit peut-être qu'il va trouver une solution. Il va chez ce Rabbi Moshe et il lui dit apporte-moi de suite. Il lui raconte donc, il lui dit apporte-moi de suite tous les classeurs des factures et tout ce que tu as. Il ne comprenait pas pourquoi. Pose pas de questions, tac. Il regarde, il passe comme ça des heures. Enfin, très vite, il a fait, il n'avait pas le temps. Et il se rend compte qu'il a une dette de 5000
roubles, donc à l'époque, au gouverneur là-bas, au Moshel de la ville. Il dit, c'est magnifique, regarde, toi, n'aie pas peur, ne t'oppose pas à quoi que ce soit, je m'occupe de tout. Il met le cachot, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il sort le rêve, il part voir un Moser. Malheureusement, un Moser, c'est quelqu'un qui va Vendre. qui va faire du lachonara, voilà, pour dire aux Juifs certaines choses. Et il va et il lui parle comme ça, il dit, t'as entendu qu'un tel, il a fait faillite avec son usine. Bon, j'ai pas de problème par rapport aux 5000 roubles qu'il doit au truc. Moi, c'est surtout par rapport à l'argent qu'il doit aux orphelins, aux veuves et tout ça. Et lui, ses yeux ils se sont éclairés, s'est illuminé, il court partir voir le Moshel. Il dit, voilà, regardez, il a traité qu'il a fait faillite. De suite, il a envoyé, ils ont tous saisi. Tout le stock, ils ont saisi tout le stock. Et c'était pile 5000 roubles. Finalement, il n'a pas eu de perte d'argent. On avait le droit donc de faire cette chose-là, parce que finalement, Il a payé sa dette. c'est comme si ça lui appartenait pas, et il a payé sa dette en même temps. Et ils ont demandé est-ce qu'il avait le droit de faire ça, parce que c'est chaud, je vais dire une chose pareille. Ils ont demandé cette histoire à Rabbi Raphaël Katzlet Bogen. Il a demandé à Rav Bin, comme ça il rapporte, est-ce qu'il a bien fait? Il a dit, il a super bien fait, rapporte un Mishnah Berurah pour preuve à la pluie et Chashuk et Chemed. Tout ça pour dire, donc, on a parlé donc, de la vente qui soit faite en bonne et due forme, et que dans la Torah, il y a toujours des solutions. Ça, gros.